Pourquoi le Code Billa? Parce que j'ai une expérience africaine. Je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique, mais j'ai commencé à aller en Afrique dans les années 2000 ou juste un petit peu avant, et notamment en Côte d'Ivoire, où j'ai travaillé et rapporté les événements qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire depuis cette période. Ensuite, je suis allé au Gabon, je suis allé au Sénégal. Et puis, il y a quelque temps, j'ai parlé avec un éditeur de cette opportunité que représentait l'année 2010, notamment avec le cinquantenaire de l'indépendance de beaucoup de pays d'Afrique et la Coupe du monde de football qui va mettre l'Afrique en vitrine. Donc on a cherché des sujets et petit à petit, en m'intéressant au Cameroun et à son président, je me suis aperçu que le moins connu des présidents africains, c'était Paul Biya, et qu'il y avait beaucoup de Camerounais, notamment en France, très très célèbres, comme Yannick Noah, Calix Beyala et tant d'autres, Manu Dibango. Et ça m'a paru très excitant de découvrir un homme d'État aussi méconnu. J'ai découvert une histoire très particulière, j'ai découvert un personnage très singulier qui ne ressemble à aucun autre. C'est ce qui m'a accroché dès que j'ai commencé l'enquête. C'est-à-dire que j'ai découvert le fils d'une famille modeste qui a été éduqué avec la rigueur des missionnaires chrétiens, alsaciens et chrétiens des années 30 et qui en a gardé une marque indélébile. Et on voit que toute sa vie s'est construite autour de cette rigueur et de cette culture. Je me suis d'abord appuyé sur des lectures parce que le président Biya, comme chacun sait, n'est pas quelqu'un qui se confie beaucoup, n'est pas quelqu'un qui donne beaucoup d'interviews. Il a certes fait beaucoup de discours, mais donné très peu d'interviews. Il s'est très peu livré. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il était si méconnu déjà qu'on a fait un certain nombre d'écrits et d'enquêtes à l'époque que j'ai retrouvés. J'ai retrouvé des témoins de son enfance, des témoins de sa jeunesse à Paris, puisqu'il était étudiant à Paris, quelques personnes qui ont travaillé avec lui quand il était jeune commis de l'État. Et avec tout ça, j'ai essayé de m'approcher de la réalité du personnage. Simone Edouard, ça va? On est fixé sur la démarche Mattei? Oui, nous sommes fixés, on doit rassurer le professeur. Je crois que... Surtout rassurer Fidèle. Hein? Fidèle, oui. Oui, mais c'est elle qui a besoin d'être rassurée. Oui, en fait, la question peut-être que je... On va encore l'entendre, hein, c'est pas fini. Hein? Voilà, en fait, peut-être je ne me suis pas fait bien comprendre. Je crois que quand je suis les médias, l'Occident de manière générale fustige certains présidents africains. On a fustigé le président Bongo qui a mis plus de 40 ans au pouvoir. Et je me demande, mais pourquoi le président Biya a été épargné dans ce livre? Parce que quand je lis jusqu'à la fin, j'ai l'impression qu'on ne le peint en bien. Déjà, l'introduction vous donne le ton. Vraiment, tous les adjectifs qu'on utilise là, il est discipliné, hein, maître de soi. Je dis, tout est peint, c'est d'une beauté, on se demande, est-ce que c'est... C'est pas l'image que vous avez vous-même de lui, non, moi, je dis, même à distance? En fait, je n'ai pas envie de critiquer ce que je sais ou pas de lui. C'est votre droit. C'est le livre, en fait. Je dis à l'introduction déjà, il n'a pas le président Biya comme bien. Je veux bien croire qu'il est un homme bien, je ne vais pas remettre ça en cause. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se cache derrière? À l'heure où on critique le président Bongo, le président Biya, et un Français qui le peint d'une telle beauté, je reste encore sur ma soif. Je dis, peut-être qu'il faut encore aller fouiller. Simone Edouard, est-ce qu'il y a anguille sous roche? Il faut fouiller à la page 135. Voilà. Fouillons à la page 135. Voyons la page 135. Décodons la page 135, où l'auteur nous dit, n'est-ce pas? Il, en parlant donc du sujet, il n'a jamais travaillé en classe pour être premier. Il est devenu premier parce qu'il a travaillé mieux et plus que les autres. Et finalement, ça enlève cette idée de facilité. Je crois que lorsqu'il est question de travail, il est question d'effort. Et lorsqu'il est question d'humilité, il est question de sérénité. Et donc, si en page 39, je cite encore, il dit... Et ça, c'est bien écrit d'ailleurs, c'est très beau comme texte. En page 39, 39. Un homme est passé et s'est retiré sans bruit, sans faire la quête d'aucun applaudissement, sans rien ajouter non plus à sa notoriété internationale. Son image aurait pu faire le tour du monde, des écrans télé pendant la crise, et là, et la une des journaux, le faire connaître partout.
Et là, c'est par rapport à Bakassi. Tout à fait. Oui, Et on aurait pu être dans un contexte un peu palestino-juif. Eh bien non, on se retrouve avec une chute comme celle-ci et ça, c'est formidable. Professeur? Je crois que ce qui fascine M. Mattei, c'est ce personnage atypique qui réussit à maintenir un îlot de stabilité dans une Afrique qui connaît beaucoup d'agitation dans les années 90, qui réussit à gérer également avec beaucoup de maîtrise et d'élégance une affaire comme celle de Bakassi. Je crois qu'il faut partir de là pour essayer de comprendre un peu ce qui peut apparaître comme une espèce d'admiration sans borne de M. Mattei vis-à-vis du président Biya. Donc parce que c'est la raison pour laquelle, du reste, il commence par l'affaire Bakassi qui l'impressionne. Donc, un homme presque effacé, qu'on ne voit pas, qui ne se donne pas en spectacle de façon avec beaucoup de gesticulation, mais qui a le arrive, triomphe modeste. C'est exactement ce qu'il donne à voir. Et donc qui après arrive, Bakassi. voilà, qui est un pays divers au plan culturel, au plan linguistique, au plan religieux, etc., mais qui arrive à maintenir la paix. Je crois que c'est cet aspect du personnage qui a fasciné M. Mattei, qui, je le rappelle une fois de plus, ne prétend pas tout dire. Donc à partir de là, on ne peut pas dire qu'il veut donner un portrait exhaustif du personnage. Ni parfait. Ni parfait. Il ne dit pas qu'il est parfait. Il ne dit pas que personne ne doit plus parler de Paul Biya. Il dit que voilà comment je le vois à partir d'un certain nombre de faits que j'ai observés. Il revient aux autres maintenant, à partir d'autres faits qu'ils auraient observés, de pouvoir mener des démarches et les consolider en se tenant à une bonne distance, peut-être des passions qui sont souvent bien compréhensibles dans le cas des intérêts contradictoires des citoyens d'un même pays. Donc, pour ma part, il me semble que la démarche méthodologique de François Mattei, même si elle ne lui a pas permis de rencontrer le sujet dont il parle, reste crédible. Quand nous parlons de Napoléon aujourd'hui, est-ce que nous allons... C'est à partir des écrits. Bon, en littérature, la collègue Tan vient de parler il y a un instant, en littérature, il y a ce qu'on appelle l'imagologie, l'étude des images à partir des écrits qui se sont construits. Donc, tout simplement... on doit dire que c'est un portrait, c'est ça. Parce qu'en réalité, la question même de la connaissance de soi et de l'autre est une question éminemment philosophique. Est-ce qu'on peut la connaître? Est-ce qu'on peut connaître une personne dans son entièreté? Et la réponse est déjà, me semble-t-il, dans la première de couverture. Parce qu'on a, dès la première de couverture, le président Paul Biya, un gros plan, demi-plan, rapproché, on ne le voit pas en entier. On ne voit pas tout l'homme, il y a une partie de l'homme qui n'apparaît pas ici. Ce n'est donc pas de tout l'homme qu'il sera certainement question dans le livre. Les questions, c'est un aspect à vue, la partie émergée de l'iceberg. Voilà, la partie émergée de l'iceberg. Daniel? À partir d'un certain nombre de... Je partage donc, le point de vue du professeur Mbassi une fois de plus. Je crois qu'au fond, cet ouvrage qui est, nous le reconnaissons tous, riche, hein, donc, est un ouvrage qui ouvre d'énormes perspectives de recherche. Hein. Bon, même le fait de dire que c'est un code et pas le code, ça veut dire que dans le champ, disons que des études de sciences politiques ou même des sciences humaines, il y a encore beaucoup de choses. Le champ est sans limite. Oui, sans limite. Il y a beaucoup de choses à découvrir. D'autant plus, donc j'ajouterais, moi je pourrais, si on prenait une image de cinéma, parce que quand on regarde ça, c'est vrai qu'il y a la définition de l'homme et ce qu'il porte comme contenu intellectuel et décisionnel dans la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques qui ont été définies pour notre pays, il n'y a rien à dire. Donc la mise en scène, le metteur en scène est excellent. Le scénario est très bon. Mais on est quand même obligé, là nous parlons vrai dans notre pays, et c'est une exigence de constater qu'il y a eu un certain nombre de ratés. Alors moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui peut expliquer cela. Et c'est là où je vois un sujet de recherche quand je parlais des chercheurs en sciences humaines et en sciences politiques. Parce que ce décalage entre l'homme, sa pensée, la pensée et le bilan. Et le bilan. Donc, et le résultat. Est-ce que c'est un problème de casting? Puisque je parlais de cinéma, j'oserais peut-être cette image voilà, jusqu'au bout. Est-ce que c'est le casting qui a fait problème? J'en sais rien. Mais en tout cas, je maintiens que véritablement, cet ouvrage
est important parce qu'il nous donne l'opportunité de Voulez-vous dire tout qu'il n'a cela. pas eu la main aussi heureuse que le citoyen que vous êtes l'aurait souhaité dans le casting? Je ne veux pas donner une opinion. Non, je juge par le résultat, si vous voulez. C'est le résultat. Le résultat lui-même ne peut être que contrasté. Hein? Il est contrasté. Il ne peut être ni totalement noir, ni totalement blanc, j'imagine. Hein? C'est exact. Donc c'est vrai, mais je pense qu'en partant, vous savez, je vais peut-être prendre un exemple autre qui va me permettre de mieux peut-être me faire comprendre. En géotechnique, on parle de la qualité d'un matériau en disant qu'il est très bon, une bonne latérite, ça permet de faire bon. Mais la qualité du matériau toute seule ne suffit pas. Les conditions de mise en œuvre de ce matériau sont extrêmement importantes. Vous pouvez avoir un matériau de base qui est très bon et puis finalement... Dans un environnement précaire. Et donc c'est pour ça que je me dis qu'il y a forcément, disons que du grain à moudre et des choses nouvelles à découvrir. Et c'est cela qui ouvre la perspective où peut-être là on verra le portrait total de l'homme. Alors on va aller un peu plus loin dans le parallèle qu'on peut tracer entre le portrait qui est fait de l'homme dans ce livre, le Code Billard, et la réalité de l'homme que nous connaissons depuis, comme président de la République, tout au moins depuis près de 27 ans, en donnant la parole à quelqu'un qui est considéré par l'auteur François Mattei comme un témoin incontournable pour bien comprendre Paul Biya. C'est Florent Etoga-Eyili, l'ami de 61 ans. Nous l'écoutons au micro de Claire Njike. Dans son livre Le Code Billard, François Mattei vous considère comme quelqu'un d'incontournable pour comprendre le chef de l'État. Ce livre que vous avez lu correspond-il à la réalité de l'homme que vous passez pour si bien connaître? C'est vrai que nous nous connaissons depuis de très longues années. Et nous nous sommes côtoyés au lycée, à l'université. On restait toujours ensemble. Que je le connaisse, c'est tout à fait normal à partir de ce moment-là. Parce que le quotidien, c'est ce qu'il y a de plus riche, n'est-ce pas, quand des gens se côtoient. Donc, je crois que je crois le connaître. Mais alors, est-ce que le livre que vous avez lu correspond à la réalité de l'homme? Le livre correspond, hein. Je l'ai lu même avec beaucoup d'enthousiasme. Je vais vous dire pour la petite histoire, dès que le livre est sorti, il y a un ami qui l'a acheté et me l'a amené. Dès que j'ai vu, j'ai dit, mais c'est intéressant, je l'ai parcouru. Et vraiment, il a mis le doigt là où il fallait. Il est vrai qu'il y a des détails nécessairement qui lui échappent parce que il a dû connaître l'homme à travers les documents, quelque chose et tout ça. Mais c'est un livre très, très, très bien fait, de bonne qualité, et je crois qu'il devrait faire date. Donc le livre correspond vraiment à l'image de l'homme. Alors je poursuis, Monsieur Etoga. L'auteur reconnaît lui-même que son livre est un roman vrai de la vie de Paul Biya, comme vous venez d'ailleurs si bien de le dire. Qu'est-ce qui dedans tient lieu de vérité authentique et quelle est la part de l'habillage romancé? Toute réalité est nécessairement romancée. Parce qu'on ne rapporte jamais mot à mot ce que l'on a appris, ce que l'on a vu. Là, il y a vraiment la vérité, c'est qu'il n'y a pas tellement de romans, mais il y a du roman. Il y a du roman surtout, n'est-ce pas, quand il évoque les origines, n'est-ce pas, avec les tribus qui se bataillaient, avec tantôt les victoires, la victoire des uns, la défaite des autres, et ainsi de suite. Ça, il y a du roman. Mais les détails qu'il donne, hein, sont un peu, paraissent sortir du commun, mais il n'y a pas, de ce point de vue, sur la personne même, il n'y a pas de roman, il n'a rien inventé. Donc tout est, à votre avis, authentique. C'est juste ce qu'il dit, je ne dis pas authentique, c'est juste ce qu'il dit.
Alors, monsieur Etoga, on poursuit. Vous avez donc sans doute connu l'homme Paul Biya. Qu'est-ce qui le différencie du chef de l'État? Autrement dit, la fonction a-t-elle changé l'homme? La fonction n'a pas du tout changé l'homme. C'est ça qui est remarquable. Évidemment, le vrai problème, c'est que les gens le connaissaient très peu et le connaissent très peu. Et ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'il est perçu à travers des collaborateurs, n'est-ce pas, qui donnent de lui une image. Il est dur, il est ceci, il est fermé, il est cela. Mais la fonction ne l'a pas changé du tout. Alors donc pour vous, Paul Biya reste donc le chef de l'État, c'est-à-dire Paul Biya que vous connaissez et le chef de l'État, Paul Biya, c'est la même personne? C'est la même chose, c'est une même complémentarité. C'est-à-dire l'homme, n'est-ce pas, est devenu président, mais il n'a pas changé son image d'homme, de personne enjouée, affable, etc. Et tout ça, bon, ça n'a pas changé. Donc, l'homme d'État est resté Paul Biya, que vous avez toujours parle connu. pour moi. Hein. Oui, non, mais je comprends bien, je monsieur parle pour Etoga. moi, Oui. parce que pour le commun, c'est normal. Il faut qu'il change, qu'on ne voit pas toujours le fonctionnaire, n'est-ce pas, de l'éducation nationale, le secrétaire général de ceci, etc. Non, mais il a peut-être changé ce côté-là, mais l'homme intimement est resté égal à lui-même. Oui, mais encore. Non seulement il est resté égal à lui-même, mais il s'est amélioré encore. Un exemple? Oui, parce qu'un homme qui évolue dans notre monde d'aujourd'hui ne peut pas rester toujours le même. Autrement, ce n'est plus intéressant. Hein. Mais il est resté égal à lui-même en ce sens que il n'a pas pris, il ne s'est pas donné des galons pour faire le malin, comme on dit. Il est resté lui-même, l'homme modeste, comme au premier jour. Je vais arriver d'ailleurs à cette question de la modestie là. Oui, l'homme modeste. Et je vais arriver même aux épithètes dont on l'accable trop souvent. Il est ceci, il est fermé, il est cela et tout ça. C'est les gens peut-être qui ne sont pas ouverts. Et ils ne peuvent pas le connaître. De ce côté-là, je crois quand même que s'il faut répondre vraiment à votre question, Paul Biya est un homme complet. Qu'est-ce que vous direz, monsieur Etoga, de Paul Biya aujourd'hui, président de la République? Comme vous dites, on le qualifie de distant, quelqu'un qu'on ne voit pas beaucoup. Est-ce que vous pensez que cet homme, le pouvoir ne l'a pas un peu éloigné du monde? Le pouvoir, pas de son côté. Moi, je dirais plutôt que les gens s'éloignent du pouvoir parce qu'ils ne se sentent pas propres pour être à côté, de peur qu'on décèle certains traits compromettants. Le pouvoir ne l'a pas éloigné, mais les gens se sont éloignés. C'est ça qui serait peut-être beaucoup plus vrai. Mais autrement, au contraire, plus il est monté, plus il a eu envie de s'approcher des gens. N'oubliez pas que Biya, quand il a fait ses études, il les faisait toujours en vue de servir. Vous connaissez bien l'adage. On étudie non pour l'école, mais pour la vie. Il a étudié pour la vie, et sa vie, depuis longtemps, il a pensé qu'il devait la consacrer à ses compatriotes.
Oui, alors, monsieur Etoga, vous donc, qui l'avez si bien connu, est-ce qu'à un moment donné de votre parcours ensemble, vous avez décelé que cet homme-là, c'était un futur président de la République, ou alors que cet homme-là avait un destin? Il portait le destin en lui depuis, n'est-ce pas, du lycée. Il fallait lire, par exemple, les dissertations philosophiques quand nous étions en terminale. Mais Biya s'exprimait toujours comme un prophète de l'ancienne loi, avec profondeur, des exemples bien trouvés, des phrases bien étoffées, etc. Donc, de ce côté-là, vraiment, il n'a pas... Il était doué, il avait un don qui le plaçait tout de même au-dessus du commun. Sur le plan intellectuel, on pouvait dire que c'est quelqu'un qui avait un destin. Comme, parce qu'il faut aller jusqu'au bout, ses rapports avec ses camarades, Oui. sa vision même de la société. Mais tout cela était autant de pas qu'il faisait vers quelque chose qui n'était pas commun. Pour le mot de la fin, je voudrais revenir sur l'introduction que M. Mattei a faite sur ce livre-là, en introduction, en citant Aristote. Oui. Il dit « La politique doit posséder une certaine connaissance de ce qui a rapport à l'âme. » Fin de citation. Et par la suite, il parle du général de Gaulle. Oui. En le citant, le général de Gaulle qui disait « La véritable école du commandement, c'est la culture générale. » Fin de citation. Bon, il termine par une citation de Kennedy, n'est-ce pas? Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Bon, je crois que quelque chose a été oublié. C'est une phrase de François Mitterrand. Oui. François Mitterrand disait ceci, je cite de mémoire, si vous voulez commander, diriger un pays, il faut aimer ce pays-là et les citoyens de ce pays. Je crois que c'est un secret que Biya a pratiqué parce qu'il aime les Camerounais, il aime le Cameroun. Voilà, nous devons appuyer à M. Florent Etoga Eli qui sort de maladie et qui a accepté de nous donner ce long témoignage. Naturellement, nous lui souhaitons une prompte et complète guérison. Réaction de Daniel Etunga Mangele? Oui, merci Charles. Je crois que ce que vient de dire M. Etoga a été effectivement extrêmement enrichissant. Et moi, je voulais revenir un peu à l'ouvrage. Je n'en ai pas abusé, donc je me permets de... en page 325, M. Mattei dit « Le temps et l'usure du pouvoir changent les hommes politiques en général. On les voit en particulier oublier assez souvent les principes dont ils se réclamaient à leur début, au gré des nécessités de leur carrière. À écouter M. Etoga, et je crois qu'il a parfaitement raison, ça ne semble pas être le cas du président de la République. Donc, si vous voulez, moi je crois que, qu'on le veuille ou non, on arrive à la fin ou au début d'un cycle historique, puisque ce cycle historique, j'y vois 4 caractéristiques qui me semblent le traduire dans les faits. Il y a d'une part un retour aux fondamentaux
du début de la carrière politique du président de la République. Je parle de la rigueur et de la moralisation. Je pense que l'opération Épervier, qui est en cours, semble en être une illustration parfaite. Là, à l'opposé de l'évolution des hommes politiques, voilà quelqu'un qui revient sur ce qu'il avait dit au début. Comme deuxième, une certaine constance. Ce qui souligne une constance, en tout cas une continuité dans l'esprit qui est à saluer. En deuxième point, il y a une politique de réconciliation nationale qui semble se dessiner. J'en veux pour preuve ce que je lisais encore, que nous avons tous lu dans la presse hier ou je crois avant-hier, qui parlait du retour des centres du président de la République, président Ahidjo. Cela montre une volonté de réconciliation qui est indéniable et une ouverture non partisane qui semble se faire, qu'on voit dans d'autres pays, à l'extérieur, aux États-Unis ou en France, plus proche de nous, où on voit que la politique aujourd'hui est moins, sectaire. On passe de la gauche à la droite, on voit dans un gouvernement... En conservant une certaine continuité. Voilà, donc je crois que les performances semble être aujourd'hui... Et en tout cas un respect républicain. Absolument, donc ce qu'on recherche davantage. Le troisième point qui me semble aller dans la même vision de ce renouvellement ou d'un début d'un nouveau cycle historique, c'est peut-être l'affirmation d'une vision économique beaucoup plus précise qui pourrait caractériser ce que le chef de l'État a appelé les grandes ambitions et dont le contenu jusqu'à présent n'avait pas été totalement cerné. Aujourd'hui, on parle d'une vision du Cameroun pour 2035 ou plus tard, comme d'un pays qui devrait être un pays émergent à cet horizon-là. Tout ça, ça dessine des contours de quelque chose qui devrait se préciser. Et le dernier point, si Jean vous permettez, peut-être j'y vois la concrétisation de ce que Charlie Gabriel Mbouck appelait l'intention démocratique, qui pourrait se faire... Il le disait au sortir du congrès de Bamenda en 1985. C'est ça, qui pourrait se faire, qui passe, la concrétisation de cette intention passe par la mise en place d'un système électoral qui pourrait être sain totalement, qui garantirait à terme la tenue de scrutins transparents et crédibles. Je le vois à travers l'ICAM qui est en train de monter sur les fonds baptismaux. Donc, plein de choses qui, d'après moi, si vous voulez, montrent qu'au fond, on a véritablement une opportunité. Et c'est pour ça que je salue encore la publication de ce livre, qui, pour moi, n'est pas une fin, mais au contraire, un début, puisqu'il nous donne l'opportunité d'apporter, de nourrir le débat et de dire dans quelle direction on veut que notre pays évolue. Fidèle. Oui, je voudrais rebondir là sur l'intervention de M. Etoga tout à l'heure, à la question de savoir si la fonction a changé l'homme. Il dit il s'est amélioré. Et je voudrais bien le croire, parce que quand même, quand on lit toute l'œuvre, on se rend compte que sa personnalité est restée constante. De l'enfance jusqu'à présent, c'est quelqu'un de très effacé, mesuré, équilibré dans tout ce qu'il fait. Et surtout quelqu'un de rigueur, un homme de rigueur. Mais en même temps, j'ai une petite inquiétude. Je me demande comment quelqu'un qui a des valeurs morales aussi élevées, un sens de professionnalisme avéré, un travailleur acharné, pourquoi il s'entoure des personnes qui ne partagent pas ces mêmes valeurs? Là, c'est une question qui me revient. Est-ce qu'il n'arrive pas à communiquer ce patriotisme-là à ses collaborateurs? Quand on voit comment les biens sont détournés, on se dit, mais le président Biya n'a jamais été comme ça dans toute sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le Cameroun va si mal alors qu'on a un président aussi rigoureux, aussi travailleur? Là, c'est des questions qui me reviennent encore. Des questions de citoyens, et on vous comprend. Alors, quelqu'un veut répondre? Bon, je ne sais pas. Oui, Simone. On dirait qu'à travers l'ouvrage, le texte semble nous faire réaliser quand même que nous avons finalement un chef d'État qui joue le jeu de respecter la règle. Et respectant la règle, eh bien, il suit le code. Garde la règle et la règle de garde. Voilà. Alors lui, il est la personne qui est positionnée pour impulser la politique nationale. Et le relais est ensuite transmis à ceux qui sont censés l'exécuter, et puis ainsi de suite. Alors à aucun moment, il n'estime devoir, je crois, s'ingérer dans ce qui ne
relèverait plus, je crois, de ses responsabilités. Et c'est dit dans le livre. Hein, et je crois que c'est vraiment bien dit. Il préfère la méthode participative à la contrainte, à l'autorité. Et puis d'autre part, l'objectif qui s'est donné est tellement élevé en termes d'idéalisme qu'il peut en effet y avoir un décalage, un glissement peut-être, entre cet idéal de très noble valeur et finalement un peuple qui n'est peut-être pas forcément dans la même mouvance, dans un temps du mouvement. Mais je crois que par la suite, il se rattrape, parce que lorsqu'en 83, il base en fait l'évolution du pays sur la capacité à pouvoir adapter les comportements de son gouvernement avec les activités qu'ils sont censés mener, eh bien, ce n'est pas forcément chose aisée. Mais lorsque dans une ère contemporaine, il nous parle de lutte contre la pauvreté, il me semble que là, on rentre dans des thématiques qui soient plus adaptées et qui sont un peu plus concrètes. Alors finalement, c'est vrai que cette affaire de règles, qui revient souvent autour du personnage et à travers le livre, peuvent prendre du temps, finalement, pour se réaliser. Alors, professeur, vous allez intervenir tout à l'heure. Je voudrais que nous reprenions contact avec François Mattei pour l'interroger sur ce que lui croit avoir perçu comme les clés essentielles pour comprendre le président Paul Biya. François Mattei. Quand j'ai commencé à connaître un petit peu sa biographie, j'ai découvert une des clés de sa personnalité, je le répète, qui est sans doute son éducation au séminaire. Il était séminariste, je n'ai jamais été séminariste. En revanche, j'ai connu la rigueur de l'éducation des écoles chrétiennes. Moi, c'était en Bretagne, lui, c'était dans la forêt équatoriale du Cameroun. Mais enfin, il y a une familiarité avec ce monde-là que j'ai, et je sais ce que ça laisse comme cadre et comme contrainte et comme facilité d'évoluer ensuite dans la vie en sachant qu'on a des fondamentaux, disons. Voilà. Donc j'ai reconnu chez lui plus que les traces, les structures de cette éducation qui visiblement l'ont aidé et l'ont porté. Le jeune cycliste de Yaoundé, c'est quelque chose... Oui, c'est quelque chose qui c'est donc le titre d'un des chapitres. Et bon, j'ai trouvé le titre joli parce que ça correspond à la personnalité un peu cachée du président Biya qui passe pour quelqu'un d'austère. On m'a d'ailleurs reproché de l'avoir rendu très très austère dans le livre. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a aussi une forme de fantaisie dans sa personnalité. Et bon, c'est un grand sportif, il a toujours aimé le vélo depuis qu'il est petit. Quand il était au lycée Leclerc, il se déplaçait dans Yaoundé à vélo. J'ai vu Yaoundé, j'ai vu les 7 collines, j'ai vu que c'est très compliqué, que ça monte et ça descend. Donc j'ai imaginé ce jeune homme très travailleur, très, très bon élève, et futur boursier et étudiant à Paris, aller de l'endroit où il était accueilli par un parent jusqu'au lycée Leclerc en vélo. J'ai trouvé que l'image était belle. Et dans le questionnaire que je lui ai envoyé, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il m'a décrit un petit peu sa méthode de travail et son rapport avec les autres. Et on y découvre ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fonctionne essentiellement autour des principes de rigueur qui lui ont été inculqués et qu'il s'applique à lui-même avant de les appliquer aux autres, ça c'est indéniable. Alors, peut-être une réaction du professeur Bernard Mbassi. Alors, pendant que vous répondez, je voudrais que vous réagissiez à cette question. Le sémioticien Roland Barthes, que vous connaissez mieux que moi en tout cas, dit que tout a un sens ou rien n'en a. Quel est finalement, au-delà des idéologies, le sens que l'on peut donner à ce livre, Le Code Biya? Le sens. En tant que sémioticien, je ne pourrais pas dire le sens. Un sens, parce que la réalité, c'est la polysémie, c'est-à-dire la multiplicité des sens. Chacun, en fonction de sa culture, en fonction de ses valeurs, en fonction de ses attentes, en fonction de ses intérêts, trouvera dans ce livre ce qu'il voudra trouver. Mais ce qui est constant, c'est qu'il est présenté ici un homme que les Camerounais voient, mais qu'ils refusent de voir. Et que nous fait revoir M. François Mattei pour qu'on en prenne une mesure plus exacte, qui n'est pas complète, qui n'est pas exhaustive. Lui-même le dit, il n'est pas complet, mais qui permet de se faire une meilleure idée de l'homme. Un homme qui est peut-être
parfois très pédagogue, parfois aussi très politique. Pédagogue parce qu'il est patient. Le pédagogue est patient, il attend, il a de la méthode, il essaie d'éduquer, il essaie de faire comprendre. Hein, d'où le livre, dès le départ, pour le libéralisme communautaire. Lui-même reconnaît qu'il y a du chemin à parcourir. Donc il y a ce pédagogue, mais il y a aussi, par moments, et de façon assez constante, le politicien qui prend les mesures qu'il faut prendre quand il le faut. Donc, pour ma part, je crois qu'il ne faut pas refuser cette image du président Biya qui s'impose à tous. Il ne faut pas avoir des mystères partout. Et du reste, Mattei nous met en garde, M. Mattei nous met en garde contre cette manière de vouloir voir des mystères partout. C'est vrai que tel que le président se donne aux Camerounais, on a l'impression que lui-même cultive ses mystères. C'est très peu qu'on le voit dans la rue, c'est très peu qu'on peut vraiment prétendre le connaître véritablement. C'est quelque chose que vous regrettez comme citoyen? Comme citoyen, il me semble que parfois, il y a des situations qui appellent à être tout simplement humain. Mais je voulais dire ceci, que Mattei dit ceci à la page 146 de son livre, « Avoir des mystères partout, ne finit-on pas par en inventer de toute bonne foi et à compliquer les choses sans le vouloir ?» Ce qu'il faudrait peut-être comprendre aussi, c'est que tout le monde n'a pas le même tempérament. Il y en a qui sont patients, il y en a qui sont impatients. Il faut peut-être trouver le juste milieu aristotélicien qui permet que véritablement on puisse évoluer ensemble parce qu'on a une communauté de pensée, une communauté d'action, peut-être pas une communauté de langage, c'est question de style, mais il est bon que véritablement se mettent ensemble des sensibilités et des manières de voir. Mais je dois revenir un peu sur ce qu'a dit il y a un instant M. Tokadi, sur la constance du personnage, en dépit des variations des circonstances dans lesquelles il se retrouvait, pour dire qu'il me semble que s'agissant du stratège, parce que c'est un homme politique, il faudrait peut-être qu'on lise attentivement la page 34 de ce livre. 34. La page 34 de ce livre. Et je suis sûr que ceux qui observent la scène politique camerounaise depuis une quarantaine d'années, ou peut-être bientôt une cinquantaine d'années, pourront reconnaître qu'il y a là, chez Mattei, une intuition très forte de ce que peut être ce personnage en tant que stratège. Je me permettais peut-être de lire. Allez-y. Donc, il a la réputation de calculer tous ses coups à l'avance. Redoutable adepte du Songo, un jeu traditionnel boulou, comme le Wani au Gabon et la Wale dans les pays d'Afrique de l'Ouest, une sorte de jeu d'échecs où deux adversaires se font face et qui consiste à transférer des pions que l'on fait circuler dans 14 cases creusées dans le bois jusqu'à en posséder 40, ce qui permet de gagner la partie. Stratégie, tactique, patience. Le Songo nécessite de chaque joueur une grande concentration sur les apparences de paresse et d'indolence, ainsi que la gestion intelligente du temps, de l'espace, du mouvement et de son capital pion. L'échange de paroles y est permis, ce qui autorise, par l'ironie ou la distraction, toute déstabilisation de l'adversaire. Je crois que ça ressemble à un propos d'oracle, mais il faut pouvoir décoder cela pour, si on ne trouve pas qu'il y a de la méthode, de la stratégie, de la tactique, je crois que cet homme qui est un produit de la forêt, je crois que c'est une métaphore aussi du personnage ici, en tant que stratège. Voilà. Très bien. Une réaction? Oui, peut-être. Oui. Peut-être, oui. Pour revenir à ce que le livre aurait pu apporter, pour compléter un petit peu ce dont parlait le professeur, moi je crois qu'en mon sens, nous avons là un regard intéressant de l'étranger sur le Cameroun à travers son chef de l'État, à travers son personnage suprême. Et en tant que citoyen, il est plutôt agréable de sentir qu'on n'est finalement pas dirigé, qui ferait un petit peu les choses selon ses humeurs et selon une inconstance, mais que finalement cette stabilité est une stabilité qui est véritable et qui est profonde. Et lui-même le dit, parce que souvent l'auteur le fait parler. À quelle page? Le chef de l'État. Et si nous ouvrons la page 283, eh bien le sujet va donc parler en disant « Je suis constamment
par rapport à cet éloignement qu'on croirait qu'il puisse avoir du peuple, mais qui finalement n'est qu'un éloignement peut-être un peu factice, eh bien, il dit « Je suis constamment à la quête des Camerounais et des Camerounaises, compétents et issus de toutes les régions sans exclusive, pouvant contribuer de manière significative à notre œuvre commune. » Et s'il faut entrer dans l'ère du temps, de l'actualité actuelle, il continue en disant « On ne remanie pas un gouvernement par plaisir ou par caprice, on remanie un gouvernement pour chercher l'efficacité et consolider l'équilibre. » Ça répond à ceux qui attendent le remaniement? Peut-être, parce que bon, je crois que trop souvent, on ouvre des médias avec beaucoup d'histoires, des femmes. Très bien, alors on va réécouter François Mattei qui nous parle du destin qu'il voit à son livre. François Mattei, une fois de plus. Personnellement, je ne suis pas un avocat ni du Cameroun, ni du président Biya, ni de l'Afrique. Les Africains n'ont pas besoin d'avocats. En revanche, je pense que j'ai une approche qui est peut-être plus détachée, plus neutre. Et j'ai voulu, comme devrait vouloir tout journaliste qui se respecte, d'abord raconter un homme, essayer de tracer un portrait, raconter un pays, modestement, en essayant d'arriver au plus près des vérités. Voilà. La part de roman, c'est moi, c'est-à-dire que c'est mon approche à moi. J'ai voulu faire un livre qui ne soit pas ennuyeux, et donc tous les faits sont des faits tout à fait contrôlables, et c'est du travail journalistique, mais j'ai voulu faire un récit sur un mode littéraire qui soit agréable, c'est-à-dire que j'ai voulu écrire ça comme on écrirait un roman, et non pas comme on écrit un traité ou un livre politique. Donc je veux que ça soit accessible à tous et que ça soit intéressant à lire comme la vie d'un pays et la vie d'un homme. Il n'y a pas d'a priori, puisque je l'ai découvert en faisant ce livre, que je ne le connaissais que très peu. En revanche, il est vrai qu'en découvrant son histoire, je suis entré dans une certaine, on peut dire, empathie avec mon sujet. J'ai aimé son histoire, j'ai aimé le personnage, je ne m'en cache pas, donc il se dégage quelque chose de positif, tant mieux. Et puis je trouve, au bout du compte, sans me poser en juge, je ne suis pas juge, je suis journaliste et écrivain en l'occurrence, je raconte quelque chose, qu'il y a sans doute une performance dans la gestion et dans la gouvernance de Paul Biya. Il ne m'a jamais reçu. J'ai réussi, en intriguant, à approcher jusqu'au palais. Je suis allé au palais présidentiel et je suis parti comme j'étais venu, sans le voir. J'en ai conçu aucune amertume. Certains disent qu'il est méprisant parce qu'il voit peu de gens. Je crois qu'il voit beaucoup les gens, mais à l'heure qu'il choisit. Il a répondu à une interview écrite que je lui ai faite parvenir, qui était une interview très intéressante. Et au bout du compte, le fait que je ne l'ai pas vu est aussi peut-être très positif parce que, qu'aurait-on dit si je l'avais rencontré plusieurs fois, il ne m'a en tout cas pas influencé, il n'a pas dirigé ma plume vers tel ou tel secteur de sa vie ou de la vie politique de son pays. Donc j'ai été parfaitement libre de choisir la construction de mon livre et toute la création de ce livre. Je savais qu'en faisant ce livre, je serais au cœur d'une polémique puisque les Camerounais sont des gens passionnants, mais d'abord des gens qui vivent dans la polémique, qui sont pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour. C'est ce qui fait leur charme, c'est ce qui fait aussi la complexité, la difficulté du Cameroun et des Camerounais. Donc je savais très bien que ce type de livre allait provoquer de la part des gens qui sont critiques vis-à-vis du président beaucoup de remarques, et également de la part de ceux qui sont ses partisans. Donc je savais que ça allait animer le débat, tant mieux. J'ai vu sur les Champs-Élysées qu'il est classé dans les meilleures ventes, donc tant mieux. Ça veut dire que peut-être beaucoup de gens vont s'approcher de l'histoire de Paul Biya et du Cameroun, c'est très bien. Je lui souhaite d'être vendu, d'être lu, d'être critiqué, d'entrer dans le débat. Et puis ce que j'aimerais, ce qui me paraît utopique, parce que je pense que le président Biya n'est pas du tout favorable à ce genre de choses, mais j'aurais aimé que peut-être un jour on en fasse un documentaire, parce que je trouve qu'on manque de portraits de toute façon télévisuels des grands leaders africains. François Mattei, qui ne croit pas si bien dire qu'il savait qu'il susciterait une certaine polémique, et la polémique est très vite partie, lancée par des ONG, relayée par les médias internationaux et des médias camerounais.
sur la prétendue fortune du président. Comment réagissez-vous alors même que François Matei écrit à la page 154 qu'il est de notoriété publique que le président Paul Biya est resté propre? Professeur Bassi? Oui, Charles, comment je réagis? Bon, je dis qu'il y a d'abord une leçon de journalisme que donne M. François Matei quand il dit qu'il n'est pas juge, ni adepte, ni juge. Bon, alors, il y en a qui sont juges sans en avoir la qualité, mais je voudrais dire ceci plus simplement, que les mots ne sont pas les choses. Et il y a des déclarations qui sont faites dans les journaux, des affirmations avec des chiffres. On sait comment on peut concocter une réalité de ce genre-là, mais enfin qu'on attende de voir. Et on verra ensuite. On verra ensuite si véritablement le personnage est ce qui apparaît dans ses écrits. Il est assez patient, il laissera faire et puis bon, on saura bien la vérité. Mais j'ai bien peur peut-être qu'on ne trouve une vérité qui va à l'encontre de peut-être de ces déclarations. En tout cas, c'est ce que moi je souhaite parce que de jeunes fonctionnaires encore, quand le président Biya était Premier ministre, moi j'étais encore jeune fonctionnaire, il avait cette image... Vous êtes toujours jeune, hein? J'appartiens à cette génération de Camerounais qui sont jeunes tout le temps. Vous voyez. Quand ils ont 30 ans, ils sont jeunes. Quand ils ont 50 ans, ils sont jeunes. Ceux qui ont 50 ans à cette époque-là sont déjà âgés. Bon, bref, je dois rappeler qu'au moment où le président Biya prend le pouvoir au Cameroun, il a 49 ans, bon, à plus de 50 ans. Bon, mais ça, c'est pas de ma biographie qu'il est question ici. Peut-être partagez-vous le secret de sa réussite, hein, dont un de ses amis dit qu'il réside dans la bonne gestion de sa vie. Bon, enfin, vous savez, c'est un personnage extraordinaire, un mythologique, un fonctionnaire qui est arrivé au sommet de l'État sans jamais être sorti de Yaoundé en travaillant. Il faut dire qu'il y a aussi, je crois, ce côté du destin dont il faut tenir compte. Donc, pour revenir à l'actualité, bon, il faudrait que, il a dit que, M. Matei a dit que les Camerounais sont polémiques. Bon, il faut que les gens aient aussi suffisamment d'esprit critique. Une déclaration n'est pas nécessairement une vérité. Sinon, le mensonge n'existerait pas. Le mensonge, c'est le fait de présenter quelque chose qui est non vrai comme vrai. Je ne dis pas a priori, je ne peux pas juger a priori ce qui est dit. Je n'ai pas les moyens matériels ni effectifs pour pouvoir vérifier. Mais je dis qu'il faut prendre tout cela avec un esprit critique, avec du recul. Et nous verrons bien si nous avons été trompés tout le temps, si nous avons été trompés une partie du temps. On le verra bien. Simone Edouard, par rapport à l'actualité, en tant que citoyenne, est-ce que vous gardez cette distance critique vis-à-vis de tout ce qui s'écrit, que ce soit par François Matei ou par les autres, hein? Oui, c'est sûr. Alors c'est vrai que c'est cette question où on est dans l'ère du temps, de la communication, où tout va très vite, où on n'est pas toujours certain des sources, de la crédibilité même, de ce qu'on peut avoir comme information, d'oppositions très rapides qui viennent par rapport à une idée qui peut être perçue ce matin et puis à 14 h devient l'opposé, etc. Moi, je pense que c'est une information que je prends de manière assez sereine, en attendant, comme semble nous l'apprendre finalement notre chef de l'État, pour voir ce qui pourrait venir et en me disant que finalement ce n'est pas si important et pour le moment nous avons vraiment des priorités essentielles et des défis à relever, qui sont autres que de nous disperser dans l'esprit à travers des sujets qui finalement ne nous emmèneront pas plus loin que nulle part. Vous savez mieux que nous la grande capacité de manipulation du quatrième pouvoir. Il vous souvient que quand le pape Benoît XVI était ici il y a 3 mois, certains médias ont voulu donner une signification à sa présence en Afrique. Ils ont même voulu détourner ce voyage de son objectif. Focaliser notre attention sur ce qui ne nous intéressait pas. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui? Je n'en sais rien, je garde le recul critique, j'essaie d'être patient comme nous l'enseigne le chef de l'État. En tout cas, il faut éviter la précipitation, hein. Ça c'est le premier conseil de Descartes, un homme qui a sûrement lu le chef de l'État. Descartes, la première règle de la méthode qui permet à Descartes de s'acheminer, voilà, le doute méthodique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ne rien accepter sans qu'on ait vraiment réuni toutes les conditions que cela est vrai. Il en arrive donc à nier même l'existence de son corps et à se fonder sur la pensée. Je pense donc je suis. Donc, pour dire que
Je reste dans le doute cartésien et nous verrons bien. Les faits vont parler d'eux-mêmes. Fidèle Djeba, vous restez très critique, vous aussi très cartésienne. Bon, pas très critique, mais quand même critique, mais ouverte également. Je voudrais qu'on se déporte à la page 152. 152. Oh oui, là je vois M. Biya ne dispose que d'une modeste villa, 6 au quartier Anguissa au moment où il accède à la magistrature suprême. Ce passage nous renvoie tout de suite à la loi sur la déclaration des biens. Je me demande où en est-on. Qui est inscrit dans la Constitution. Voilà, où en est-on. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, selon l'affirmation de Mattei tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire véritablement que le président Biya a déclaré ses biens? Ça, c'est la polémique que j'ai également vue sur le net. Et même ses collaborateurs. Vraiment, c'est des questions que je voudrais susciter comme ça. Je ne vais pas rentrer dans la polémique. Normal. Je voudrais susciter des questions. Le président, quand il accède à la magistrature, il déclare ses biens. Et plus loin, à la page 153, on nous dit qu'il a même fait des crédits à la SCB. Tout à l'heure encore, je découvre par une autre source que la SCB fait faillite parce que c'est le coup présidentiel qui est la cause. Donc là, je dis, ça remet en cause tout ce qu'on apprend tous les jours. Et je dis, c'est pourquoi il faut toujours garder l'esprit critique. Les médias sont même allés plus loin jusqu'à présenter la richesse, l'immense fortune du président Biya et de sa famille à l'extérieur. Mais on n'est pas bien placé pour dire si c'est vrai ou pas. Mais je dis, il faut toujours rester critique, mais un peu à distance pour mieux observer, parce que, vous dites, c'est des sujets très sensibles, et s'aventurer comme ça. Mais je voudrais quand même revenir également sur les propos de l'ex-ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Nis Marquardt. Il a dit, parlant des collaborateurs du président Biya, il a dit, il ne suffit pas simplement de donner, de dénoncer, de dire les noms, de sortir les listes des personnes qui pillent l'État. Mais il faut, si les preuves sont avérées, que ces personnes soient poursuivies, condamnées, et pas seulement condamnées, mais que ces biens soient confisqués et rendus au trésor public. Moi, en tant que citoyen, j'attends que ce soit possible, que ce soit vrai, que ça se traduise en réalité sur le terrain. C'est tout ce On n'en a pas pris le chemin depuis le départ de Marquardt? Bon, c'est vrai qu'on voit des dénonciations, des interpellations, mais la suite, on ne sait pas trop bien. La suite, il faut l'attendre. Ben, on ne fait qu'attendre. Ah. Hein? C'est pas cela? Oui, on attend. C'est pas l'évidence même. En fait, je crois que c'est ce qui transparaît également dans la personnalité du président Biya. On l'a parfois taxé d'inerte, de quelqu'un qui n'agit pas. Mais j'ai aussi compris que c'est quelqu'un qui prend son temps. Il ne s'agite pas. Quelque part, je disais encore qu'on a beau annoncer au président Biya qu'il y a un incendie. Il cherche des preuves. Vous l'avez lu dans le livre. Oui, dans le livre, je ne trouve pas les références, mais il attend les preuves. Donc je crois que c'est ce qui fait qu'il nous a amenés dans cette mouvance à attendre. Malheureusement, en attendant, on a l'impression que ça s'enfonce. Voilà. Oui, oui. Daniel et tout. Non, ben, moi je partage ce qui vient d'être dit autour de la table. D'ailleurs, M. Mattei évoque ce point dans son ouvrage en page 323, en affirmant que le fait que le nom du président ne soit jamais cité en matière de détournement de fonds sur l'acquisition de biens immobiliers à l'étranger est une des raisons du désintérêt des médias pour la personnalité du président Biya. Donc là, manifestement, on passe du désintérêt. Alors ce qui se fait aujourd'hui, on essaie de tirer les choses par les Voilà, les donc là cheveux. aujourd'hui on est passé du désintérêt à un surcroît d'intérêt. Bon, je pense qu'il faut raison garder et puis effectivement attendre d'y voir plus clair. De toute manière, quel que soit le cas, le président de la République, qui est un citoyen, a droit à une présomption d'innocence jusqu'à ce que les faits soient établis. Donc, moi, je n'ai pas... Je ne suis pas inquiet. Comment observez-vous l'opinion par rapport à ce type de pavé que l'on jette, que les médias, hein, les ONG, de temps en temps, sortent dont on ne sait très bien où? Comment sentez-vous l'opinion, la réaction de l'opinion? Est-ce qu'elle est suffisamment mûre? Est-ce que vous la sentez poreuse à ce type d'information? Bon, moi, je crois que c'est juste une interpellation à tous les citoyens de s'intéresser davantage à la vie de la nation. Qu'on soit vraiment regardant sur la gouvernance. Qu'est-ce qui se passe? Et il ne faut pas perdre de vue que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné dans cette affaire. Je m'amusais encore tout à l'heure quand je lisais quelque part
où on disait s'il faut mettre en prison tous ces gens qui ont détourné, ils sont tellement nombreux qu'on ne sait même pas, voilà. Oui. et quand on le dit, je crois que chacun se retrouve quelque part. Donc, et même il y a des comptes qui ont été blanchis. Donc je dis c'est simplement l'opinion publique est là, elle suscite le débat, elle amène des personnes à s'intéresser davantage à la vie de la nation, particulièrement les jeunes parce qu'il ne faut pas se le cacher. Nous les jeunes, on n'est pas tellement intéressés, on n'est pas tellement attirés dans tout ce qu'on voit. La gestion, je dis, c'est pas ce Cameroun-là qui a été légué à nos aînés aujourd'hui. Et je me demande, je voudrais encore dire comme quelqu'un, quel Cameroun voulons-nous pour nous et nos enfants? Quel Cameroun nos aînés veulent nous laisser à nous et quel Cameroun nous allons laisser à nos enfants? Je dis, c'est pourquoi moi, de plus en plus, je m'intéresse à la chose politique pour essayer de comprendre comment fonctionne le Cameroun, pour essayer de comprendre comment le jeune peut s'impliquer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et en ce sens, je dis encore, le président Biya vraiment est un exemple en termes de travail, de modèle, de rigueur. Mais combien de Camerounais sont comme ça? Simone Edouard, quelle perspective ouvre ce livre, Le Code Biya, pour le Cameroun? Je pense que sur un plan, je vais répondre comme un éditeur. Je crois que nous avons là une belle œuvre qui aura eu le mérite de laisser une trace dans le temps, dans un environnement où finalement peu de gens ont écrit, ou ont laissé des choses qui ont un intérêt à pouvoir être par la suite étudiées ou autres. Alors en 25 010, nous aurons un livre qui s'intitulera Le Code Biya, qui pourra être réédité chaque fois que par votre maison, c'est votre souhait, sous coédition, traduit en anglais, parce que ça serait bien qu'il puisse aussi paraître dans la seconde langue nationale. Et puis ça, c'est très bien, et ça, c'est intéressant. Et sur un plan purement nationaliste, eh bien, c'est l'occasion de pouvoir, en conclusion à ce livre, lancer une pierre dans la mare en disant, eh bien, les jeunes Camerounais veulent se concilier, veulent être conciliés, veulent être proches finalement de ce chef de l'État qui a besoin de nous, on a besoin de lui. Et c'est bien que finalement il y ait un débat ouvert qui puisse dire nous sommes disposés, nous sommes disponibles et nous sommes là derrière vous. Et ça, c'est important que ce débat puisse ouvrir pour dire cela. Daniel Tungamangele, quelle perspective? Non, ben je crois que c'est un des mérites, disons, de l'ouvrage, c'est qu'on voit très bien l'importance qu'il y a de prêcher par l'exemple, parce qu'au fond, c'est ce que le président Biya a fait depuis. Et maintenant, il reste à ce que cet exemple soit effectivement disons, partagé par dans le plus grand nombre. En tout cas, cela, son humilité, la modération, la recherche constante de l'intérêt général facilite inévitablement le vivre ensemble harmonieux qui règne au Cameroun. Et je crois que ce n'est pas par hasard on retrouve une tolérance générale, donc qu'il s'agisse des religions qui coexistent dans notre pays dans une harmonie, qu'il s'agisse même de la mise en œuvre de cette transition démocratique qui, vous le savez bien, a provoqué ailleurs des troubles dont les pays ne se sont pas encore remis, qu'il s'agisse tout simplement même de la peine de mort. On voit bien qu'il y a des évolutions qui se font, même si elles ne sont pas dictées, même si les lois ne suivent pas toujours. Donc on n'assiste plus depuis très longtemps au Cameroun à une exécution. Et l'exemple de Bakassi dont on parlait au début vient encore porter témoignage de cette approche qu'il est souhaitable de maintenir. Et maintenant, il faut inévitablement, si on veut malgré tout, et je crois qu'il n'y a pas d'autre objectif qu'on soit de notre temps, que l'économie du Cameroun soit en rapport avec nos potentialités, que les résultats que nous avons. Et je pense que le souci qu'exprime Madame en face de moi, Fidèle Djeba, sur l'avenir, sur la place que nous voulons pour les jeunes, sur le Cameroun que nous voulons laisser à nos enfants, c'est extrêmement important. Il faut qu'on apporte des réponses et ça veut dire qu'il faut se retrousser les manches et se mettre véritablement au travail. À un moment, il faudra sans doute siffler la fin de la récréation. Voilà, alors nous allons laisser le mot de la fin, comme on aime à dire dans nos émissions, au professeur, l'homme des synthèses. Professeur, quelle est la valeur ajoutée de ce code de Biya par rapport à tout ce qui a été dit et publié sur le président Paul Biya? La valeur ajoutée, Charles, de cet ouvrage, c'est d'abord la démarche méthodologique adoptée pour essayer de crédibiliser un certain nombre d'images, un certain nombre de figures qui se sont développées.
La valeur ajoutée, c'est aussi de savoir, et là c'est au plan philosophique, qu'il est difficile de connaître l'autre. Parfois on le voit, on croit le voir alors qu'on ne le voit pas. Il est difficile de connaître l'autre. Que veut dire connaître l'autre? Déjà dans nos sociétés traditionnelles, on disait que chaque être humain a plusieurs intelligences. L'intelligence qu'il montre à tout le monde, l'intelligence qu'il a avec son entourage immédiat, l'intelligence qu'il a avec ses intimes et l'intelligence qu'il a pour lui tout seul et pour lui tout seul. Donc c'est extrêmement complexe. Il y a donc ce côté philosophique aussi qui est important dans cet ouvrage, après le côté méthodologique, mais il y a aussi le côté politique qui montre que à côté ou face à une opinion qui a tendance à présenter uniquement sous des couleurs sombres certains personnages, il y a également une autre opinion qui présente d'une autre manière et qu'il faut pouvoir accepter les avis des uns et des autres, enfin les accepter, les tolérer. Dernier point, ce sera là l'enseignant qui parle. Je crois qu'il serait peut-être bon de s'interroger sur la manière de développer des stratégies telles que on ait de plus en plus de citoyens, d'hommes politiques comme le Paul Biya qui apparaît dans ce livre. Comme le Paul Biya qui apparaît dans ce livre, le Code Mattei. Comment mettre en place un système tel que nous ayons des personnalités de ce genre qui suscitent l'admiration des étrangers, qui arrivent à maintenir la paix, qui prennent des mesures. Je voudrais prendre un petit exemple, Charles. Alors c'est pendant qu'il y a la crise économique que les Camerounais sont le mieux habillés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des mesures qui ont été prises, Par exemple, comment on appelle, n'est-ce pas, la friperie qui se vend partout. Tout le monde est maintenant tout à fait correct dans sa mise. Pour ne prendre que cet aspect-là, ça a été le fait des hommes et des hommes qui l'entourent. Et je ne suis pas porté à penser comme Fidel Djeba. Fidel Djeba que tout le monde est mauvais autour du président de la République. Ça doit être un sentiment partagé chez les jeunes, hein? Que tout le monde est mauvais. Je sais pas. Oui, c'est l'impression qu'on a parce que tous les Comment corriger cette image, professeur Mbassi, sans reprendre le débat, bien sûr? Développer d'abord l'esprit critique. Développer l'esprit critique, de la part des jeunes eux-mêmes. De la part des jeunes eux-mêmes. L'école, les instances compétentes de la société doivent s'organiser de telle sorte que les jeunes aient l'esprit critique, c'est-à-dire voir le pour et le contre, la thèse et l'antithèse, parce qu'il n'y a pas les positions figées ne sont pas des positions. C'est vrai qu'il y a cette manière de voir qui exprime une angoisse d'une jeunesse qui a le sentiment que les lendemains sont incertains. Bon, à notre époque, déjà, nous sommes... je commence à travailler vers la fin des années 70, le problème ne se posait pas en ces termes. Dans les années 60, il suffisait d'avoir une licence en sciences économiques, on était au sommet. Aujourd'hui, vous avez des docteurs, des doctorants qui n'ont rien à faire. Mais il y a quelque chose que le président Biya avait dit également, c'est qu'il faudra que le diplôme devienne un instrument, je crois que c'est pour le libéralisme communautaire, devienne un instrument, pas seulement qui permet de trouver un emploi, mais de créer des emplois, mais de s'auto-employer. Donc il y a toute une nouvelle vision des choses qu'il faut pouvoir installer de façon systématique, mais aussi accompagner cette vision de mesures concrètes, opérationnelles et diligentes, qui ne s'enlisent pas dans la patience, qui n'est pas le propre des jeunes, des mesures qui permettront donc de montrer que... Ils sont tout à l'opposé. Entre l'idéal... Ils veulent tout de suite. Tout de suite. Et on peut les comprendre. Or, la réalité, ce n'est pas cela, parce que on croit faire de la vie ce qu'on veut, mais c'est finalement la vie qui fait de vous ce qu'elle veut. Les jeunes ont le temps de redescendre sur terre. Il me reste, en vous remerciant tous pour votre patience et en remerciant ce formidable public qui nous a accompagnés tout au long de cette soirée, il me reste à vous présenter quelques lectures, si vous voulez compléter précisément votre connaissance du président Paul Biya ou simplement du Cameroun. 100 ans d'aliénation, le Cameroun, une exception africaine. Vous ne nous avez pas dit si le président Biya est une exception parmi les chefs d'État?
Manifestement, oui, puisque M. Mattei donc, a jugé utile de lui consacrer autant de pages. Un ouvrage. Plusieurs autres ouvrages, et bien entendu, votre ouvrage qui est sans doute votre titre emblématique, l'Afrique a-t-elle besoin d'un programme d'ajustement culturel? Alors, il y a également ce livre de Kobena Boniface Fontaine qui date de, je crois, de 3 mois, Sacerdoce politique et stabilité des systèmes, le paradigme Paul Biya, quelqu'un qui a précédé François Mattei de seulement quelques jours. Il y a Michel Roger Mvana, Paul Biya, Les secrets du pouvoir. Ça, c'est le professeur Bernard Bassi, une approche plutôt... cabalistique. Voilà, en tout cas, il fait de la numérologie, de la voyance, c'est vous qui le dites. Et Paul Biya, pour le libéralisme communautaire, incontournable, un classique, comme dit Daniel Etunga Mangele, le renouveau camerounais, certitude et défis, et bien d'autres ouvrages que François Mattei a cités pour s'inspirer dans la rédaction de ce livre. Et puis, on est mieux servi que par soi-même. Paul Biya, un nouvel élan, qui ne figure pas dans la biographie dans la bibliographie de François Mattei, mais que les Camerounais gagneraient à lire. D'ailleurs, je vais vous l'offrir très volontiers, merci. Alors, Daniel Etunga Mangele, je sais que vous l'avez lu, fidèle, vous allez compléter votre connaissance. Ce sont des entretiens en 1997, entretiens avec un certain Charles Ndongo, votre humble serviteur. Je vais terminer par cette citation qui résume probablement l'esprit de ce débat. Ce que François Mattei dit du président Paul Biya tel qu'il le campe au tournant des années 54, le charmant jeune homme a aussi du caractère déjà. Il n'appartient à personne. Il renonce à la prêtrise cette année-là. Il pressent ailleurs d'autres conquêtes du savoir et il n'a pas pris cette décision du dépassement de soi dès sa tendre enfance pour s'arrêter à mi-chemin. C'est donc au lycée Leclerc de Yaoundé, dans une atmosphère bien différente, de grande ville et de liberté retrouvée, qu'il fera sa première et sa terminale. Il vient de montrer, par une rupture tranquille, qu'il est capable de dérouter des pronostics et de s'affranchir les influences pour choisir sa voie et affronter les épreuves qui l'attendent.